Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Méthode Fishing. Donc nous sommes aujourd'hui sur un canal à Arles, dans le sud de la France, non loin d'Avignon. Donc on va faire une pêche au feeder, très classique. Donc au cours de laquelle on va essayer d'attraper les poissons dominants qui sont les plaquettes, les brèmes. On pourra faire quelques carassins. Il y a 2-3 carpes qui pourront peut-être venir jouer les troubles fêtes. Beaucoup de rotangles et de gardons, mais on va essayer, si on peut, les éviter. Donc ce canal fait environ 30 mètres de large. L'eau est mâchée, on va dire qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas foncée, elle est entre les deux. Donc on va pêcher au ras des arbres en face. Donc il y a des arbres qui tombent dans l'eau, il y a des joncs. Donc on va essayer de s'en approcher le plus près possible. Donc trouver, en sondant sur toute la largeur du cou, un endroit où on pourra pêcher sans s'accrocher, tout en allant vraiment contre ces arbres, vraiment dans l'abri, là où les poissons se tiennent, là où ils se tiennent en sécurité. On va tout de suite passer au montage. On va voir ensemble les cannes que je vais monter, quel montage on va utiliser. Allez, c'est parti. J'ai aujourd'hui donc à m'apporter 3 cannes. Donc j'en ai 2 identiques. Donc c'est 2 Erlong Cast Feeder Light en 3,60 m. Donc c'est des cannes qui sont plutôt destinées à la distance au début, mais je les ai adoptées par leur action qui me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est des cannes qui sont assez souples au ferrage, qui permettent de ne pas décrocher les poissons, mais qui ont quand même une grande réserve, qui sont très progressives, qui permettent de contrer les rushs des gros poissons. Donc je vais pêcher avec 2 cannes équipées avec des moulinets en tresse. Donc la première, la Erlong Cast Feeder en 360, donc moulinet de taille 4000. Chez des moulinets, la taille 4000, c'est une taille qui passe partout. Je pêche tout avec ça. Donc ça déséquilibre légèrement la canne, mais bon, ça permet quand même, avec la grande bobine, des lancers plus lointains, de pouvoir ramener un peu plus rapidement et en appuyant un peu plus fort. Donc c'est une canne qui est relativement souple. Elle permet de ne pas décrocher les poissons au ferrage et lorsqu'on les ramène. Et elle a tout de même une grande réserve de puissance. Donc elle travaille vraiment sur les 3/4 de la canne, elle est très progressive. Elle permettra de contrer les rushs des gros poissons, des carassins et des carpes si elles viennent à s'installer sur le coup. Donc c'est des cannes vraiment très solides qui me permettent même de pêcher aux méthodes feeder. Voilà. Donc la première, donc équipée en tresse. La deuxième, la même, mais qui sera montée en nylon. L'élasticité du nylon me permettra justement de contrer les rushs des gros poissons et de tirer un peu plus fort pour réussir à les sortir des arbres immergés si on venait à être embêté entre guillemets par les carpes et les carassins. Voilà. Et la troisième canne, donc une canne un peu plus light, donc une action beaucoup plus souple, donc une air feeder en 360. Donc c'est une canne que j'apprécie pour pêcher les gardons, les rotangles, les plaquettes, même les brèmes, elle va très bien, mais bon, beaucoup plus souple. Voilà, on s'en servira si les gros poissons ne rentrent pas, s'il faut pêcher le tout venant et les petits poissons. Donc nous allons voir ensemble le premier montage. Donc je vais prendre la Airfitter en 3,60 m, la canne la plus souple. Donc c'est une canne avec laquelle, comme je disais, on va essayer de pêcher les petits poissons si les plus gros ne rentrent pas sur le coup. Donc je vais faire un montage très simple. Donc il y a un montage avec un seul accessoire sur la ligne. Donc je vais utiliser une agrafe toute simple, que je vais venir fixer sur ma tresse en direct, en faisant un nœud de cuillère qu'on appelle. Donc je passe dans la boucle, je récupère dans l'autre boucle et je viens serrer ça sur l'agrafe. Serrer fortement. Puis grâce à une pince, un coupe-ongle, pour couper la tresse, c'est plus évident, j'enlève l'excédent. Voilà, donc le montage il est quasiment terminé. Donc j'ai mon agrafe sur ma tresse. Donc je cherche à faire une potence, donc on va faire la potence. Donc pour faire la potence, je fais un nœud très simple que je viens serrer à la hauteur où je veux ma potence. Voilà, là on va y mettre
7-8 cm, donc on le voit peut-être pas, mais j'ai un nœud ici. Et au-dessus, je vais venir fixer mon bas de ligne boucle dans boucle que je vais venir bloquer sur le nœud. Donc le bas de ligne. Donc on est en tresse directe. On a un potentiel de gros poisson, même si c'est une canne qui est destinée à pêcher les rotangles et les gardons. Je vais monter un petit hameçon du 18 sur du 12 centièmes. Donc je viens passer le bas de ligne derrière. Donc c'est un bas de ligne de 80 cm pour le moment. Si je vois que je ramène mes asticots qui sont dévorés puis que j'ai pas vu la touche, je raccourcirai mon bas de ligne. Et si j'ai des touches violentes que j'arrive pas à ferrer un seul poisson, je rallongerai mon bas de ligne pour essayer de les piquer. Donc c'est une règle que j'applique vraiment avec tous les montages et sur toutes mes parties de pêche. Donc voilà, j'ai fait mon nœud, je viens faire glisser le bas de ligne sur le nœud et ma potence est réalisée. Il n'y a plus qu'à mettre le feeder sur la graffe. Donc on a fini de monter notre potence. On va installer la cage. Donc j'ai choisi pour cette canne une toute petite cage, donc une Matrix de 20 grammes. Donc la 20 grammes elle est ici. Donc une petite cage de 20 grammes, une petite contenance qui permettra d'apporter un petit peu d'èche. Vraiment c'est la canne pour pêcher les gardons, les rotangles. Donc ça permettra de pouvoir même presque les prendre à la descente. Donc avec le long bas de ligne et la cage légère, donc on va traverser la couche d'eau plus lentement et ça permettra de sélectionner, de piquer des poissons à la descente, voire même entre deux eaux. Donc on va voir le deuxième montage. Donc c'est la deuxième canne en tresse, celle qui est un peu plus raide, qui permettra de combattre des poissons un peu plus jolis. Donc c'est pour ça, je vais monter une tête de ligne. Donc une tête de ligne en nylon qui va faire entre 1,50 m et 2 m, qui permettra déjà d'avoir une petite pointe d'élasticité, en plus de la souplesse en pointe de canne pour contrer un éventuel départ de gros poissons. Donc pourquoi est-ce que je ne la monte pas en nylon tout court, je la monte en tresse? Pour la simple et bonne raison que si jamais les poissons rentrent, c'est des beaux poissons qui rentrent mais qui font des toutes petites touches imperceptibles, en nylon pur et dur, on va pouvoir les détecter ces touches avec de la tresse. Donc il y a une zéro élasticité et le moindre petit contact on verra. Donc je vais faire une tête de ligne de 2 mètres. Donc je vais relier le nylon à ma tresse. Donc c'est la tresse de la tresse de 8 centièmes, un nylon de 26. Donc je vais faire un nœud conique. Donc pour ça, je fais un nœud simple sur le bas de la ligne que je ferme pas. Je viens passer la tresse dans ce nœud. Je vais faire une dizaine de tours. Je fais quelques tours, une dizaine de tours vers l'arrière et ensuite je refais 4-5 tours vers l'avant. Pas évident avec ce petit air qui se lève. Donc les tours vers l'avant qui vont bloquer les spires du nœud. Voilà, une fois que j'ai fait mes 4-5 tours, je repasse dans la boucle. Et une fois que j'ai repassé dans la boucle, je viens serrer l'ensemble. Voilà. Donc je serre bien. Je laisse les fils dépasser. Ça permettra lorsque je vais ramener que le nœud ne se bloque pas dans les anneaux. Donc on appelle nœud conique parce que une fois qu'il est serré, il a une forme de cône et la pointe va vers l'extérieur de la canne. Quand on envoie, il n'y a vraiment aucune résistance. Voilà. Donc je vais faire à peu près
2 brassées. Et on a notre tête de ligne. Donc sur cette tête de ligne, je vais venir faire un montage coulissant. Donc je vais monter une perle. On va venir faire un montage coulissant avec une agrafe simple. On va faire ce montage, on va le faire autoferrant. Donc on va mettre un stop float au-dessus qui permettra de régler la longueur de l'autoferrant. Donc c'est un montage tout simple, hein. Donc je viens mettre un stop float sur la ligne. Je mets une agrafe. Je mets le deuxième stop qui va bloquer la perle au-dessus du nœud pour éviter qu'elle vienne embuter et l'abîmer. Voilà, donc on a mis nos 2 stop float, l'agrafe, et je vais vriller le bas de la ligne sur environ 15 cm. Donc je plie le nylon en 2, je fais une petite boucle dans laquelle viendra se loger le bas de ligne. Ensuite, je viens vriller sur environ 15 cm. Essayer de vriller le plus fort possible. Et je bloque avec un nœud. Coupe l'excédent. Le stop float qui servira d'autoferrant. Donc quand on va avoir fixé le bas de ligne, la vrille va empêcher que le bas de ligne vienne s'enrouler sur le montage à la base. Donc ça sert vraiment à rigidifier la base. Donc d'ailleurs on peut le voir. Voilà. Quand je tends sur le fil, la vrille qui est vraiment raide se redresse et ça écarte le bas de ligne du montage. Donc on va installer le feeder. Donc même chose, feeder de 20 grammes, une petite cage. Donc je pense qu'on va commencer comme ça aujourd'hui. Puis on verra selon l'évolution de la pêche, si le vent ne se lève pas trop. Si le vent se lève, il faudra peut-être qu'on augmente un peu pour rester précis. Donc, feeder. Donc, on va monter le bas de ligne. Donc je vais monter le bas de ligne. Donc sur cette canne, elle sera plus destinée à des plaquettes et des brèmes. Donc délicates. On va monter un hameçon de 16 sur du 12 centièmes. Donc je vais le réduire un peu la taille sur cette canne. Je vais mettre un bas de ligne plus court qui permettra Les gros poissons aiment bien venir manger autour de la cage ici, surtout sur ce parcours. Donc le fait de réduire le bas de ligne me permettra de piquer plus rapidement ces poissons qui cherchent les appâts autour de la cage. Donc je viens le mettre, je vais le raccourcir un peu, qu'il fasse à peu près 60 cm. Donc hop. Donc je monte toujours des bas de ligne d'1 mètre à la maison que je règle au bord de l'eau. J'en ai des plus longs aussi, mais bon, là c'est pas le parcours qui est adapté. Donc raccord dans la boucle de la vrille avec un raccord boucle dans boucle. Donc tout simple. Je passe mon hameçon dans la boucle. Je viens serrer le nœud et c'est terminé. Donc voilà, mon feeder est suspendu à mon agrafe. Donc c'est une agrafe vraiment qui est pratique parce qu'elle permet de changer rapidement de feeder en cours de pêche. Donc il y a juste à appuyer dessus, on l'ouvre, on la ferme. Donc très pratique. Donc on va voir le troisième montage. Donc toujours sur une air feeder long cast light. Donc là je vais faire un montage sur du nylon, 100% nylon, pas de tresse.
Donc ça sera vraiment si les gros poissons rentrent sur le coup. Donc je vais faire un montage, le même montage que sur la canne d'avant. Donc un montage coulissant avec autoferrant, une vrille en bas, sur laquelle je mettrai un feeder de 30 grammes, de 20 grammes pardon, pour commencer, et on verra si on augmente si le vent se lève. Toujours le même principe. Donc je vais se passer un peu plus vite. On a déjà vu une fois, c'est le même montage. Donc voilà, on vient de terminer le troisième montage, donc à l'identique du second, sauf que sur du nylon. Je vais mettre un badigne plus gros, comme ce montage sera destiné à des gros poissons. Donc je vais mettre un hameçon de 14 sur du 14 centièmes. Donc ça suffira largement si c'est des gros carassins, des grosses brèmes. Et on aura peut-être une chance si c'est une carpe et qu'elle n'est pas trop grosse. Donc pareil, je vais y mettre 60 cm à peu près. On réglera en cours de pêche. Donc voilà, toujours le même système, boucle dans boucle, tout simple, dans ma tresse, dans mon raidisseur. Voilà. Voilà les montages. Donc on a vu les 3 montages. Donc maintenant on va pouvoir passer au sondage. Donc une partie importante, surtout de bien régler donc déjà la distance pour pêcher le plus à ras possible, et ensuite de regarder à droite, à gauche pour voir s'il n'y a pas des accros un peu plus courts, voir s'il n'y a pas des cassures. Et donc choisir le coup le plus propre et le plus propice à la pêche du jour. Allez, c'est parti, on va sonder. Quand on sonde pour pêcher au ras des arbres, toujours commencer à lancer, faut y aller à tâtons, il faut lancer plus court au départ, mettre 2-3 mètres, clipper, essayer, il faut y aller progressivement pour éviter dès le premier lancer de mettre ta cage dans les arbres et puis casser tout son montage. Donc voilà, c'est... Donc voilà, j'y vais progressivement. J'essaye de me rapprocher au maximum de la berge. Ah, là par exemple, il y a un accro. On va essayer de se décaler un petit peu sur la droite. Donc vraiment important de faire traîner sa cage au fond, de bien sonder son cou. Donc je suis en plein sondage. Donc j'essaye de me rapprocher au maximum de la berge. Et en même temps, au fur et à mesure de mes lancers, je fais frotter ma cage au fond afin de voir s'il n'y a pas de branches mortes, immergées, d'arbres, d'herbes ou de quoi que ce soit qui pourrait m'empêcher de faire des aguichages et de pêcher comme il faut pendant la pêche. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de déterminer la profondeur. Donc quand je lance à droite, à gauche, plus court derrière, j'essaye de compter. Donc de bien clipper déjà ma canne pour toujours que mon feeder tombe de la même manière sur l'eau, c'est important lorsqu'on veut déterminer une profondeur. Et j'essaye donc en fonction du temps de chute de déterminer la profondeur. Donc après c'est pas une science exacte, ça dépend vraiment de la distance de pêche, de l'impact, de la vitesse de la chute et de plein de choses. Mais on se rapproche de la vérité à dire qu'avec un petit feeder ou un plan de 30 grammes, on est à une seconde à peu près au mètre. Vous voyez que pour 3 secondes aujourd'hui j'ai à peu près 2,50 m d'eau. Donc voilà, donc j'ai sondé, j'ai déterminé ma zone de pêche, donc on va essayer de pêcher, on le verra tout à l'heure, sous une espèce d'arbre mort. Donc je vais pêcher devant une branche qui est immergée. Donc on va essayer de s'en rapprocher le maximum, je vais m'en rapprocher le maximum. Et on va essayer de débusquer 2-3 gros poissons et puis espérer voilà, se régaler. Donc on va tout de suite par contre, maintenant que j'ai sondé et réglé une canne, donc que j'ai clippé, je vais reporter la même distance sur les 3 cannes à l'aide du système des piquets, donc le système que maintenant tout le monde connaît. Donc planter 2 piquets, peu importe la distance,
ils servent d'étalon. Voilà. Donc on plante 2 piquets, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, faites comme vous voulez, et on fait le tour. On fait le tour et puis on reporte donc jusqu'au clip et on reporte la même distance sur toutes les cannes. Voilà. Nous allons donc maintenant passer à la préparation de l'amorce. Donc comme je le disais auparavant, c'est un canal avec une profondeur d'environ 2,50 m, 3 mètres, enfin du moins sur le coup que l'on va pêcher. Pour moi, l'amorce, je travaille avec des amorces très simples, donc j'utilise 3 types d'amorces, de la gros gardon, de l'explosif brème, de l'étang, parfois de la carpe fine, ça fait 4, avec lesquels je pratique toutes les pêches, je fais j'ai quasiment toutes les options possibles. Donc ici, on va rechercher plutôt les plaquettes. Il y a quelques carassins, des gros poissons. Les gardons, rotangles, il y en a, mais bon, on va quand même essayer de sélectionner un peu. Je vais partir sur une amorce qui travaille relativement vite sur le fond. Donc de l'agro gardon et de l'explosif brème. Donc l'agro gardon mélangé à l'explosif brème vont faire une amorce qui colle. Donc je vais bien la mouiller, elle va travailler, l'agro gardon va travailler à plat, tandis que l'explosif brème va ouvrir un peu l'amorce dans la cage, libérer des particules et attirer le poisson un peu plus rapidement. Donc dans cette amorce, je rajouterai du maïs que je vais broyer, vous allez voir grâce à un tamis, je vais passer le maïs sur le tamis et l'écraser. Donc ça va faire des petites particules de maïs. J'aime beaucoup ça, c'est mon petit plus, je le fais souvent, un peu sur tous les parcours, sachant que le maïs n'a pas une grande, n'est pas très riche, pas du tout même, c'est quasiment que de l'eau. Donc on peut en mettre en quantité sans risquer de gaver les poissons. Donc c'est parti, on va mouiller l'amorce. Donc voilà. Pour 3 heures de pêche, c'est largement suffisant, 1,5 kg d'amorce. Donc on mélange bien les farines pour homogénéiser l'ensemble. Voilà, donc il y a 1,5 kg de farine, on va rajouter de l'eau en faisant très attention parce qu'1,5 kg c'est pas beaucoup et on aurait vite fait de la surmouiller, donc j'utilise une boîte. Je verse pas directement le seau dedans, je verse pas le seau directement dedans pour éviter de surmouiller mon amorce tout simplement. Donc on va y aller petit à petit. J'écrase mon maïs par contre, comme je le disais, à la fin, une fois que l'amorce est humidifiée. Donc il est important de prendre en compte aussi lors du mouillage de l'amorce des èches que l'on va incorporer. Si on pêche avec des vers de terre coupés qui vont libérer du jus si on ne les a pas essorés auparavant, ou avec des casters qu'on conserve dans de l'eau, on va avoir tendance un peu à remouiller cette amorce. Donc vraiment y faire attention, le prendre en compte et puis la mouiller en fonction. Là je vais la mouiller, on va pêcher essentiellement avec des pinkies, des gozer, un peu de vers de terre qu'on va couper. Donc je vais la mouiller normalement, on va dire pas humide, pas très sèche, on va la mouiller de manière à ce qu'elle s'ouvre bien, qu'elle puisse accepter un tout petit volume d'eau encore. Sans pour autant qu'on la surmouille. Donc voilà, l'amorce là serait quasiment bonne, mais elle va continuer de boire, elle va sécher un petit peu. Donc on va la laisser reposer. Et après on y mettra le maïs. Donc voilà, on a mis l'amorce de côté. Elle est en train de gonfler. On va voir les èches. Donc comme je le disais, je vais faire très simple. Donc comme pour l'amorce. Je vais faire très simple. Je vais utiliser des gozers qui vont me servir au début pour l'hameçon. Puis en fonction de la pêche, on verra si on en met dans la cage, si on en apporte sur le coup pour sélectionner un peu les poissons ou pas, la taille des poissons. Ensuite, des pinkies. Donc j'aime bien mettre un volume de
de 3/4 de pinky rouge pour 1/4 de pinky jaune que je mélange. Ça fait, le poisson va chercher un petit peu, s'il veut des jaunes, ben, il en aura, s'il veut des rouges, il en aura aussi. Voilà, donc c'est les deux couleurs que j'utilise en grande majorité sur les 3/4 des parcours de pêche de la région. Je vais avoir à ma disposition un peu de fouilles congelées. Bon, c'est une pêche, pour les pêches d'entraînement, c'est toujours bien d'avoir quelques éches au congélateur. J'ai la chance d'avoir un grand congèle, donc j'ai des réserves, castor, asticots, fouilles, de tout. Et on va finir avec des vers de terre. Donc là, c'est des petits dendros. Donc que je vais tamiser, couper, essorer, mettre dans une boîte. Donc je les essore pour la simple et bonne raison que, comme je le disais tout à l'heure dans la préparation de l'amorce, que le fait de ne pas les couper et les essorer à l'avance, ça va apporter un jus. Ce jus qui va dans des petites caches peut-être surmouiller l'amorce, elle va se déliter trop rapidement, pas arriver au fond. Donc l'avantage de les essorer, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire vraiment attention en cours de pêche, on mettra nos terreaux, on chargera, on ne sera pas embêté par le surmouillage et on pêchera de la même manière tout le long. Donc les gozer, c'est des gozer qu'on appelle rubis, donc qui sont surteintés avec des colorants spéciaux. Donc je l'ai passé au tamis que j'ai mis ici. Donc là je vais en faire un quart pour le moment, on va garder le reste au frais. J'aime bien avoir des éches tout le temps fraîches. J'entends par là qu'ils soient triés et pas en cours des asticots en cours de castérisation. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, en cours de transformation. C'est pour ça que j'en garde une partie au frigo. Mets ça dans la boîte. Et puis ensuite on va passer au ver de terre. Donc voilà. On va les tamiser pour enlever le terreau. Donc c'est des petits dendros. J'aime bien les utiliser tout simplement parce qu'une fois coupé, ça fait des petits tronçons. Ça fait pas des gros morceaux de verre. Puis le poisson, ça permet au poisson de fouiller un peu plus dans l'amorce, il y a plus de morceaux. Donc allez, on va les mettre dans une boîte avant qu'ils se barrent, avant qu'ils s'en aillent. Et on va les couper. Après j'aime bien quand ils sont un peu plus gros, qu'il y a des beaux poissons, les prendre, les piquer par les deux pointes et le couper, enfin le piquer un terreau par les deux pointes et le couper au milieu. Ça fait deux tronçons de verre. Ça rappelle les morceaux de verre qu'il y a au fond, et si le poisson vient vraiment pour manger les vers, eh ben, il sera ravi par ce qu'il va trouver à l'hameçon. Donc on va les couper. Alors, je vais préparer ma petite moustiquaire. Donc pour les couper, j'ai pas des moyens exceptionnels, des ciseaux avec des bras et des grandes bassines. J'utilise une coupelle, un ciseau triple, et je le fais en plusieurs fois. Donc voilà, on les coupe. Donc ça fait des tronçons relativement petits. Il y a du petit, du moyen. Donc une fois essorés, ces vers seront incorporés dans la cage au fur et à mesure de la pêche. Donc je ne mets pas tout dans l'amorce dès le départ, bien entendu. Si la pêche est difficile, ça serait difficile d'enlever les éches qu'on a mis au fond. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Pêcher d'abord avec des pinky, le fouillis là que j'ai de décongeler
et puis quelques terreaux. Et puis en fonction de l'évolution, on va incorporer plus ou moins d'èches, de terreaux, de pinky, de gozer. Il ne faut pas perdre de l'idée que la pêche au feeder, c'est une pêche de rappel. Donc c'est important vraiment de bien gérer ses èches, donc de ne pas tout mettre dans l'amorce dès le départ, d'avoir ses èches prêtes à côté, qu'on va incorporer au fur et à mesure, parce qu'on pêche avec des cages, des feeders qui ont des cages de petits volumes, donc on va apporter de petites quantités. On pourrait apporter des quantités énormes, mais aujourd'hui c'est pas le but recherché, on va essayer d'être discret, précis, on va pêcher au ras des arbres en face. Donc pêche de rappel, donc bien gérer il faudra que l'on gère bien les èches. Voilà, afin de faire une pêche la meilleure possible. Donc voilà, on a fini de couper. On va essorer les vers de terre. Donc pour ça, je les serre et je les presse. Donc je mets le jus dans l'amorce. Pour finir de la remouiller. Donc je ne sais pas si ça sert à grand chose, mais bon, ça peut pas nuire. C'est du jus de vers de terre. Maintenant que j'ai rajouté le jus des vers, je rebrasse bien l'ensemble énergiquement. Voilà. Donc j'ai une amorce qui colle mais qui se dilate, qui s'ouvre vite. Donc qui sera parfaite dans mon feeder pour la pêche du jour. Je vais la passer au tamis à grosse maille. Par-dessus, on écrasera le maïs et puis l'amorce sera prête pour aujourd'hui. Un kilo et demi d'amorce, ça va vite à tamiser. On va rajouter du maïs que je vais écraser sur le tamis. Ça va faire des petites particules, des petits points jaunes, des petits bouts de maïs. Ça va peut-être inciter quelques carassins, peut-être même des carpes à venir fouiller. Et puis à mordre dans notre hameçon. Donc, j'enlève le jus. Je mets ma boîte de maïs. Et puis je viens les écraser. Donc là c'est pas le moment d'avoir un tamis avec une maille qui est ouverte. Donc je les écrase jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la peau. J'utilise cette technique d'écraser le maïs même sur des pêches au cou, donc j'aime bien utiliser ça sur les poissons-chats en l'occurrence. Donc voilà, le maïs est écrasé. Je tapote pour faire descendre tout ce qui est collé dans les mailles. Je récupère la peau. Ça donne quelque chose comme ça. Donc on voit tous les petits morceaux, le maïs vraiment la pulpe qui est écrasée et dispersée dans l'amorce. Donc on rebrasse une dernière fois. Énergiquement. Et voilà. On va pouvoir passer à la pêche. Donc voilà, le sondage et les réglages étant effectués, donc on peut passer à l'amorçage. Donc pour ce faire, on va utiliser la cage, la canne avec montée en nylon, donc il y aura plus de souplesse pour amortir. Donc je vais amorcer 6-7 cages sans mettre le bas de ligne. Donc j'enlève le bas de ligne, ça évite que ça emmêle, vu qu'on met de la rapidité, donc lancer, ramener là pour amorcer. Ça évitera que ça emmêle tout le montage. Donc j'enlève le bas de ligne. Et après avoir mis 6-7 cages, donc on va commencer à pêcher. Donc pour amorcer, je vais déjà introduire des appâts dans l'amorce. Donc je mets une petite poignée de pinky. Je vais mettre quelques vers de terre. Donc je ne fais pas de bouchon, je mélange. Je vais introduire la moitié d'un quart de fouille.
Voilà, on va voir comment ça réagit. Je brasse tout ça. Et c'est parti, on va pouvoir mettre des cages sur le coup. Donc juste, j'enlève le bas de ligne. Ce sera plus simple. Donc on charge bien la cage. Je la tasse relativement. J'ai envie que qu'elle soit rapidement une fois arrivée sur le fond pour pouvoir en mettre rapidement 6 ou 7. Donc lancer angulaire. On retient bien la canne. Hop. La cage est arrivée sur le fond. Je me mets légèrement en contact. J'attends quelques secondes. Puis je fais un grand ferrage pour la vider. Donc attention, avec une amorce qui colle beaucoup plus fort, il faudra attendre certainement plus longtemps avant de ramener, pour éviter de ramener l'amorce sur plusieurs mètres. Donc très important lors de l'amorçage, hein, on a déterminé une zone de pêche, on a bien évidemment pris un repère en face, donc toujours lancer sur ce repère. Essayez d'être le plus précis possible. Si jamais le poisson venait à se décaler pendant la pêche, on sera toujours à même d'aller voir autour de l'amorce, mais avec une cage vide ou un plomb. Ça évitera comme ça de décaler les poissons à droite à gauche avec un feeder rempli d'amorce. Allez, c'est parti. Donc on va attaquer à pêcher. Je vais commencer avec la canne la plus légère, donc le petit montage. Donc les petits poissons rentrent généralement vite sur le coup. On va essayer d'en faire 2-3 en attendant que les carassins et les brèmes rentrent. Donc je vais mettre un seul gozeur à l'hameçon, un gozeur rouge. Voilà, je charge ma cage. Hop, il y a un ver de terre qui a. C'est pendulaire. Donc voilà, je noie ma tresse, mon nylon. Mais là c'est de la tresse. Je mets le sillon sous l'eau, je mets légèrement de tension. Et hop, on voit la tresse qui s'enfonce. C'est bon, elle est noyée. Je mets en contact. Hop. J'ai déjà eu une première touche. Donc un poisson est rapidement rentré sur le coup. Donc je fais attention, toujours faire attention quand on pêche en tresse sans arracher, à pas ferrer. Il faut vraiment mettre juste en contact la ligne avec le poisson. La tresse faire quasiment toute seule le poisson. Donc c'est une plaquette. Donc c'est de bon augure pourvu que ça dure. Donc une petite plaquette de 100 points, 100 grammes. On a l'habitude de parler en points, on fait des concours régulièrement. Donc c'est reparti, on remet un gozeur. On recharge la cage. Donc on voit bien le fouillis, quelques vers de terre, les petits bouts de maïs dans l'amorce. Donc je noie bien ma bannière, toujours, pour éviter qu'elle prenne le courant, le vent.
Donc les petits poissons sont de suite rentrés sur le coup, ils sont bien installés. Donc pour le moment, la ligne en potence est très adaptée. Donc voilà, un petit gardon. Donc voilà, un petit gardon. Donc pour le moment, on fait des plaquettes, des gardons. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de sélectionner et faire entrer des poissons un peu plus jolis. Je vais essayer de mettre déjà 2 gozer à l'hameçon, pour que ça pas un poisson un peu plus gros qui traîne sur le fond. C'est encore un peu tôt, mais on va essayer de précipiter les choses. Donc je vais essayer aussi de mettre régulièrement des tronçons de vers de terre dans mon feeder. Donc c'est des petits feeders que je charge bien. Donc je noie bien ma bannière, toujours, pour éviter qu'elle prenne le courant, le vent. Hop. Manqué, j'ai une belle touche. C'est aller vite. Donc c'est l'avantage de la tresse, même quand elle n'est pas encore bien tendue, on arrive quand même à bien détecter les touches, du fait de son élasticité nulle. Donc on va remettre 2 gozer, on a eu la touche de suite, on va essayer. Donc voilà, on attend la touche. La posture est importante, donc il n'y a pas de courant, il n'y a pas de vent. Donc j'aime bien pêcher sillon au ras de l'eau. Donc on a une meilleure visibilité. Même un petit brainer ne viendra pas tirer sur la tresse et faire des fausses touches. Donc j'ai toujours la main sur la canne, c'est une habitude. Hein. Ça doit être une déformation de la pêche aux méthodes. Quand il y a une touche, la canne elle part. Donc en contact direct avec le poisson. Donc là les touches se sont un petit peu calmées. Il y a peut-être quelque chose de plus joli qui est en train de se promener. Donc il faut toujours être très attentif à la touche, bien regarder son sillon. Parce qu'on peut vraiment, il y a vraiment plusieurs types de touches. On peut même, en pêchant en tresse, réussir à détecter les moments où le poisson est sur le cou, se frotte sur le feeder, vient manger autour de la cage. On voit des petites vibrations, des petits tremblements. Donc je fais des petits aguichages. J'entends par là, je fais des petites tirettes. Donc je prends doucement du fil, je tire la ligne pour faire avancer un petit peu l'appât sur le fond. Hop là, j'ai une petite touche, juste derrière l'aguichage. Il faut vraiment réussir à bien détecter, à lire toutes ces touches. Il y a des toutes petites touches rapides, c'est des poissons qui viennent juste attraper l'asticot, qui juste tapent dedans. Des petites touches où vraiment il y a plusieurs petits coups là, il ne faut pas hésiter à ferrer directement. Le poisson est sûrement au bout. Et puis il y a des touches qui vous arrachent la canne. Là c'est un poisson décidé ou un poisson de jolie taille qui a décidé de nous donner du fil à retordre. On va relancer. Il y a moins de touches de petits poissons. Je vais peut-être essayer de passer ma ligne intermédiaire avec une tête de ligne. Se donner un peu de chance. Si jamais je pique un gros poisson, de le sortir.
Hop là, là on peut le voir là. Hop. Là j'ai été pris, vraiment le feeder n'a pas touché le fond. C'est sûrement un rotan qui s'est jeté sur mes deux gozzers. Donc ils sont pas forcément gros mais ils sont voraces. Hein. Donc voilà. Là il faut d'autant plus faire attention à l'amorce dans le feeder. Donc à vraiment pas beaucoup la serrer. Pour qu'elle sorte directement au ferrage. Donc il est important de toujours bien arriver à la distance qu'on a déterminée, donc on a clippé. Pour ce faire, il faut faire un bon lancer, donc un lancer précis et qui va être assez puissant pour atteindre la distance et amortir le feeder au clip. Donc le lancer, ma manière de lancer à moi, elle est très simple. Hein. Je fais un balancier, c'est un lancer un peu sous forme de balancier, un peu pendulaire. Donc j'envoie la cage en avant. Une fois qu'elle est arrivée derrière à 10h30, hop, je propulse et je bloque. Dès que j'ai bloqué, je renvoie la canne en avant. Hop, voilà, j'ai déjà un rotangle. Et dès que j'ai bloqué, je renvoie la canne en avant au niveau de mon support. Comme ça, le fil, la tresse se tendent au-dessus de l'eau directement. Et je peux directement, de suite couler mon fil. Donc en mettant le sillon dans l'eau, en tendant légèrement. Donc on voit la tresse qui rentre dans l'eau. Donc hop, je décroche mon petit poisson. Des petits poissons aujourd'hui pour le moment. Donc voilà, donc une fois que ma canne est en position, ma tresse coulée, lorsque je pêche en tresse, je mets en contact. Je ne tends pas le fil, je ne plie pas le sillon en deux pour tendre ma ligne. Je mets juste comment dire, je me mets juste en contact. Je tends le fil, mais pas de trop. La tresse, toujours sur le principe qu'elle a zéro élasticité, même le sillon, même la ligne pas tendue, on verra les touches, on verra les coups dans la canne. Donc voilà, je me mets au minimum, qui est vraiment pas de résistance, le minimum de résistance pour le poisson. Donc on va refaire un lancer. Donc on refait l'action, donc je laisse à peu près 1 mètre, je fais mon lancer pendulaire, hop, je bloque directement, je mets la canne. Hop là. Et là on va pas pouvoir voir comment on noie le fil, j'ai déjà un poisson. Donc on pourra de toute manière voir toutes ces notions de lancer, de position de canne selon le parcours, le courant, le fait que vous soyez droitier, gaucher dans un article, dans un prochain numéro. Voilà. Petit rotangle. Donc j'ai introduit toujours des vers de terre dans mon amorçage, dans l'espérance de faire des poissons un peu plus jolis. Pour le moment, les rotangles sont bien installés. Donc on a attaqué vraiment sur une pêche de petits poissons. C'est d'autant plus agréable. Bon, on a fait une petite série de gardons de rotangles. J'ai réussi à faire 2-3 plaquettes en mettant une grosse bouchée pour essayer de sélectionner, mais maintenant on n'a plus de touches. On a des silures qui remontent en surface au milieu. On va essayer quelque chose quand même, je vais mettre un plomb d'arlesé à la place de la cage et on va essayer de voir autour de l'amorce si on arrive à faire 1 ou 2 poissons, on va aller voir s'ils ont reculé, s'ils se sont mis à l'abri. Et puis dans le cas échéant, on essaiera de mettre une grosse bouchée de terreau, voir si on arrive à piquer le poisson gênant. Donc allez, c'est parti, je vais mettre un plomb d'arlesé de 20 grammes. Voilà. Et on va procéder de la même manière qu'au feeder, hein, sauf que je vais lancer à droite, à gauche, pour essayer de chercher les poissons. Allez, on va essayer d'aller voir ce qui se passe sur le coup.
Voilà, là je suis un petit peu à droite. On va essayer comme ça de tourner autour. De chercher si les poissons ils n'ont pas bougé. Ça y est, on a le gros bazar qui a dû s'en aller. Ça devient un peu plus intéressant. Déjà si on commence à faire des plaquettes, ça devient intéressant. Bon, on en est à peu près à 1h30 de pêche. On a eu un gros trou de 3/4 d'heure, sûrement dû à l'activité des silures. On en a vu plusieurs sauter, remuer en surface et faire de gros bouillons autour du cou. On a essayé de pêcher autour, sans succès. Et là je suis repassé avec ma ligne avec un montage coulissant et de la tresse et on refait des rotangles et des plaquettes. En espérant ne pas de nouveau être embêté. Donc voilà, j'essaye de mettre un peu moins d'èche, plus du tout de terreau. Pour mettre toutes les chances de notre côté, éviter que les silures, s'ils sont dans le coin, rentrent sur le coup. Voilà, on va juste continuer à mettre un peu de pinky. Oh! Bon, je viens d'avoir une touche un peu plus jolie. Après avoir envoyé une cage à vide. Et bien voilà, un petit carassin. Serait-il décidé à rentrer enfin sur l'amorce? Donc 2 gothers. Allez, on va réessayer de lancer
cage vide. C'est un peu plus discret. Il y en a quand même envoyé pas mal d'échauffons au fond déjà là-bas. On va essayer de limiter l'apport en protéines. On va essayer avec 3. Hop. Hop. J'ai remis une cage vide. Et je reprends de suite un gros poisson derrière. Enfin, pour le moment, il n'est pas dans l'épuisette. Je vais quand même y mettre un peu de frein. Je suis sur de la tresse. On dirait que le fait d'avoir réduit un peu l'apport en neige n'a pas nué. Donc une touche, j'ai eu une touche très très violente. C'est un carpo. Une petite carpe. On va continuer comme ça. Un joli poisson. Plein de vitalité. Bon, je viens de faire 2 poissons sans mettre d'amorce dans le feeder. Je vais quand même rappeler un peu avec des èches. Je vais en mettre un avec des pinkies. Et puis après on pêchera de nouveau à vide. J'espère que c'était pas un feu de paille. J'ai des passages dans la ligne. J'ai le sillon qui vibre, qui tressaute. J'ai avoir des poissons qui mangent autour de la cage, qui se frottent dans le fil. On va attendre une vraie touche, une touche franche avant de ferrer. Hop, un petit appui. Hop, c'est reparti. Donc on dirait que les poissons sont rentrés sur le coup.
Il devait vraiment y avoir quelque chose qui les gênait jusqu'à maintenant. Donc celui-ci est sympa, il vient vers la berge. Ah bah c'est une plaquette. Ce qu'on était venu chercher à la base. Et voilà, notre première brème. Donc un poisson de taille respectable. C'est pas encore les brèmes du Rhône. Voilà, une belle plaquette. Au suivant. Voilà, donc comme je l'ai dit, je vais remettre une cage à vide. Une cage à vide, 3 gozzers. Donc 3 beaux poissons d'affilée. Hop, j'ai un passage dans le fil encore. Le sillon qui tressaute. La tresse retransmet vraiment toutes les vibrations.
Je pense que j'ai trouvé la bonne stratégie de mettre une cage avec des èches et puis derrière pêcher à vide. Pêcher cage vide ou pêcher avec un plomb, c'est équivalent. Et ça me permet d'être plus discret et de pouvoir lancer un peu plus à gauche. Bon, on va bientôt terminer la 3e heure de pêche. Donc j'ai repris ma petite ligne suite à un nouveau trou pour essayer de refaire des petits poissons. Donc avec un long bas de ligne, très fin, un hameçon de 16 sur du 10 centièmes, très fin, tout est relatif. Donc avec un gozeur ou deux pinky, j'arrive à refaire des plaquettes un peu plus jolies et quelques rectangles. Donc j'ai eu une belle série tout à l'heure. 2 carassins, un carpeau, une brème. Donc ça s'est arrêté aussi net que ce que ça a commencé. Les poissons sont rentrés sur mes cages vides. Donc j'ai réussi à piquer 2-3 poissons autour de l'amorce. Et là on repart sur la pêche du début. Vraiment la pêche de petits poissons classiques. Donc 2 pinky, un bas de ligne d'1 mètre, une cage de 20 grammes. Donc il reste une quinzaine de minutes. On va sortir 2-3 poissons puis on pourra faire le bilan. Bon voilà, ça fait 3 heures qu'on pêche. Donc il est temps de s'arrêter. La pêche n'a pas été évidente du tout. Donc elle ne s'est pas vraiment déroulée comme on l'espérait. Donc on a commencé par une pêche de petits poissons, gardons, rectangles. Donc on arrivait à les faire à la descente avec une petite ligne, fait un petit feeder de 20 grammes, un long bas de ligne. On a eu un gros trou, 3/4 d'heure. On a vu des silures en activité, dont un qui est monté 2-3 fois en surface. Donc peut-être la pression atmosphérique qui a joué, quelque chose comme ça. Il a fait très chaud, très lourd. Le vent s'est levé.
Les nuages ont commencé à passer devant le soleil et on a commencé à avoir 2-3 touches de gros poissons. Donc je suis de là passé sur une ligne tresse avec tête de ligne en nylon. Donc pour éviter de les casser, et faire amortir un petit peu et puis avoir un montage coulissant un peu plus adapté. Donc j'ai fait 2 carassins, un carpeau, une belle brème. On a réussi à refaire 2-3 beaux rotangles. Puis de nouveau on a eu un trou, donc difficile à justifier. J'ai essayé de passer une ligne en nylon avec 4-5 gozzers pour essayer de voir s'il n'y avait pas une grosse carpe ou quelque chose. Ça n'a pas été flagrant. J'ai eu une touche dans la pêche qui m'a arraché la canne, j'ai cassé à la touche, donc peut-être un très gros poisson. Voilà, donc il est temps de sortir la bourriche de l'eau. On va voir la pêche du jour. Donc voilà la pêche du jour. Donc une pêche mixte, des carpeaux, carassins, des gardons rotangles. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder la vidéo que ce que j'en ai pris à pêcher. Donc on se retrouve dans un prochain numéro, dans des articles pêche au feeder.